Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. Si je te dis Gone Girl, un film où Amy Dunn, interprétée par Rosamund Pike, va piéger son mari pour arriver à ses fins, le tout en cachant très bien son jeu, ou si je te dis encore Walter White dans Breaking Bad, ce prof de chimie qui après avoir appris qu'il était atteint d'un cancer, se transforme en baron de la drogue, lui aussi tout en gardant son secret bien caché. À quoi ça te fait penser ce type de personnage? Alors oui, ne t'inquiète pas, on va pas partir en analyse cinématographique, on est malheureusement bien dans une affaire criminelle réelle, une affaire dans laquelle notre personnage principal va adopter un comportement similaire, celui de bien cacher son jeu. Son nom, David Kinney. David Kinney, né en 1986, il est originaire de l'Ohio, aux États-Unis. L'Ohio est un État américain qui se trouve dans le Midwest, entre le Michigan au nord, la Pennsylvanie à l'est, l'Indiana à l'ouest et la Virginie occidentale au sud-est. On connaît surtout l'Ohio pour son industrie de voitures, mais c'est aussi un des fameux swing states pendant les élections présidentielles. En gros, c'est un État qui influence fortement le résultat final parce que son électorat est particulièrement diversifié. Et c'est là que grandit David, au sein d'une famille plutôt modeste et traditionnelle, imprégnée des valeurs du Midwest américain. David développe une éthique très forte vis-à-vis du travail, il faut se dévouer, être persévérant, ne jamais abandonner. Les gens du Midwest, sans faire de généralité, ont tendance à préférer une vie simple et modeste aux paillettes et à la superficialité. Les communautés de l'Ohio s'entraident et dans le quartier où grandit David, tout le monde se connaît. La famille de David est très pieuse, comme c'est souvent le cas dans les milieux traditionnels américains. Dès son plus jeune âge, David est perçu comme quelqu'un de serviable, respectueux, quelqu'un sur qui on peut toujours compter. C'est un enfant gentil, un garçon sage. Ses profs et ses camarades l'apprécient parce qu'il n'est pas du genre à viser le statut du gars très populaire, genre le quarterback très beau et bagarreur. Au contraire, David est totalement investi dans ses études, il préfère réviser ses cours plutôt que de sortir, un garçon bien sage. À l'adolescence, David reste toujours aussi discret. Ce qui ressort surtout de cette période où on est généralement mal dans sa peau, pour lui, c'est son sérieux et son sens du devoir. Après avoir terminé ses études secondaires, David ne choisit pas de poursuivre des études universitaires. Derrière ce choix, on devine une volonté de commencer à travailler le plus rapidement possible. Et en plus, je te rappelle que les frais d'université aux États-Unis, c'est limite si tu dois pas vendre un rein sur le marché noir. David s'oriente donc vers un domaine technique et décroche un poste dans un secteur assez particulier, les mines de charbon. Petite parenthèse, mais l'Ohio est un producteur historique de charbon, surtout dans le sud-est, dans la région des Appalaches. David, c'est donc un homme courageux qui ne rechigne pas devant le travail et qui veut faire ses preuves dans les mines de charbon. On est en 2011 quand David termine avec brio sa formation en sécurité minière. Quelques années auparavant, en 2008, il se marie à une femme nommée Sherry, avec qui il avait déjà fondé une jolie petite famille. Sherry donne naissance à 3 beaux enfants. En 2003, le couple accueille leur premier bébé, suivi d'un deuxième en 2004 et d'un troisième en 2007. Dans son rôle de papa, David est vu comme un homme dévoué et attentionné, il passe beaucoup de temps avec ses enfants, même s'il travaille dur, il trouve toujours un moment pour jouer avec eux et subvenir à tous leurs besoins. Dans l'Ohio, où tout le monde se connaît et où les communautés sont très soudées, David est un homme respecté. Avec sa famille, ils vivent dans le comté de Belmont, dans la petite ville de Bel Air. C'est une ville industrielle, surtout connue pour ses usines de verre et ses activités en rapport avec les mines. Aujourd'hui, Bel Air conserve un certain charme, celui d'une petite ville américaine typique. D'ailleurs, le surnom de la ville, c'est The All American Town. Là-bas, tout le monde se rend service et il fait bon vivre. Pour en revenir à cette formation minière, c'est à cette époque que David rencontre celui qui deviendra son meilleur ami, Brad McGarry. Lui aussi, c'est un homme de l'Ohio, il a beaucoup de points en commun avec lui, et pour dire quelques mots sur Brad, il naît le 24 octobre 1973 à Cambridge, dans l'Ohio. C'est un homme qui a une excellente réputation, sa personnalité est très douce, amicale, on peut dire qu'ils se sont bien trouvés tous les deux. Brad suit les mêmes études que David et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Ce qui plaît probablement beaucoup à David chez Brad, c'est son courage. Même s'il vient d'un milieu très conservateur, Brad s'affirme à 100% en tant qu'homosexuel. Il est gay, il ne le cache pas, et c'est vraiment quelque chose d'important pour lui de ne pas se cacher à ce sujet. Et pourtant, on est dans l'Ohio, un des États les plus conservateurs et croyants des États-Unis. Les amis de Brad disent de lui qu'il est chaleureux, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Ses collègues et ses voisins l'apprécient, il a beaucoup d'amis dont il est très proche, des amis qu'il considère même comme sa propre famille.
Côté vie amoureuse, Brad connaît des relations tumultueuses, c'est un homme qui a clairement besoin d'amour. Et dans un état comme l'Ohio, c'est très difficile de faire des rencontres parce que les personnes gays ne s'affichent pas toutes publiquement. Déjà parce que ça peut être dangereux, il suffit qu'une bande de tarés la prenne pour vouloir te fracasser le crâne, et deuxièmement, les milieux religieux peuvent considérer cette orientation sexuelle comme un mode de vie déviant. Pour trouver chaussure à son pied, Brad va devoir intégrer les milieux LGBT friendly, mais encore faut-il les trouver. David, lui, accepte Brad comme il est, ça ne le dérange pas qu'il soit gay. D'ailleurs, Brad est totalement intégré à la famille de David, bien plus qu'un simple ami, il est surnommé Oncle Brad par les enfants de David et Sherry. Il est là pour les anniversaires, les fêtes, les vacances, il devient presque un membre de la famille à part entière. Sherry adore Brad, elle le considère comme un véritable ami elle aussi, alors dans ce tableau parfait où tout a l'air d'aller bien, qu'est-ce qui pourrait faire s'effondrer le château de cartes? Nous sommes le dimanche 7 mai 2017 à Bel Air, dehors il fait 30 degrés, c'est un printemps très chaud, comme c'est souvent le cas dans cette région. C'est le jour parfait pour se détendre, organiser un petit barbecue en famille, mais c'est pas du tout ce qui nous attend. Pour cette journée, David a un programme bien précis, il prévoit de rendre visite à Brad. David, sa femme chérie et leur fille se rendent donc chez lui en début de journée pour lui ramener un herbicide qu'il leur avait emprunté pour le jardin. Mais quand ils arrivent dans la maison de Brad, ils remarquent quelque chose d'inhabituel, quelque chose de bizarre. La porte d'entrée de la maison est légèrement entr'ouverte. Inquiets, David et Sherry se regardent et décident d'avancer. Ils entrent dans la maison pour vérifier que tout va bien, ils appellent Brad plusieurs fois, mais personne ne répond. C'est à ce moment qu'ils découvrent, dans le sous-sol, le corps sans vie de Brad. Quelqu'un lui a visiblement tiré dessus. David entre en état de choc quand il découvre l'impact de 2 balles dans la tête et au niveau du cou de Brad. Très vite, Sherry appelle le 911 en panique. Elle dit à l'opérateur qu'il y a du sang partout et que son ami est mort. Ça a dû être une scène horrible pour le couple de découvrir le cadavre de leur meilleur ami et en plus avec leur fille. Des caméras de surveillance près de la maison, qui est maintenant une scène de crime, montrent que David sort de la maison après la découverte du corps. Il est bouleversé. Le premier officier à répondre à l'appel d'urgence est un vétéran de Bel Air, Hank Martin. Ce même jour, dans l'après-midi, David se rend tout seul dans un restaurant chinois pour déjeuner. Bon, c'est quand même bizarre de se faire un resto juste après avoir trouvé ton meilleur ami mort, allongé dans une mare de sang, mais bon, on ne réagit pas tous de la même façon à ce genre de choc. Le jour même, David est interrogé par les enquêteurs. Au poste de police du comté de Belmont, où le chef détective Ryan Allard, du bureau du shérif, commence l'enquête pour homicide. Pendant cet interrogatoire, David change constamment sa version des faits. Il dure 45 minutes, il est disponible sur YouTube, si tu parles anglais et que ça t'intéresse, je te mets un lien en description. Dans cet interrogatoire, on voit David pleurer, hurler face à l'agent, il lui promet qu'il lui dira tout ce qu'il sait. L'enquêteur Ryan fait preuve de patience, il adopte une approche à la fois bienveillante, mais aussi passive-agressive. Il sert un verre d'eau à David, il lui ramène même des mouchoirs quand il pleure. Pendant qu'il part chercher ses affaires, le détective fouille dans le téléphone de David et il remarque que des messages ont été supprimés. Des messages que David a envoyés à Brad et certains qu'il a reçus. Grâce aux outils informatiques avancés dont dispose la police, le détective Allard réussit à restaurer ces messages supprimés et ces messages, ils sont très révélateurs. On retrouve également des vidéos à caractère sexuel. Au départ, David raconte au détective qu'il a trouvé le corps de Brad avec sa femme et sa fille, mais rapidement, son histoire devient confuse. C'est à ce moment qu'il parle d'un autre homme qui aurait pu être présent pendant la fusillade. Ça aurait pu être un certain Scotty, un homme qu'il décrit comme étant de la mauvaise graine, un homme qui a un casier judiciaire. Comment est-ce que David serait au courant de la présence de ce Scotty dans la maison de Brad? Et surtout, est-ce que ça veut dire que David était au courant que Brad était mort avant d'entrer dans la maison? Et si c'est le cas, est-ce que ça veut dire que David a fait semblant d'être choqué quand il est entré dans la maison avec sa femme et sa fille? Et puis c'est qui ce Scotty? Un voisin, un amoureux, un ex, un membre de la famille de Brad? Ça fait beaucoup de questions, hein, mais c'est pas ma faute, hein. Les confessions de David sont très confusantes et préoccupantes. David mentionne donc cet autre homme, un potentiel suspect qui a un passé criminel, un règlement de compte qui aurait pu dégénérer, c'est possible. Ou bien ce serait peut-être une simple mise à mort à cause du fait que Brad est homosexuel. Merci David de donner autant de pistes à la police, c'était trop sympa de les aider à faire leur taf. Les agents vont se rendre au domicile de l'ex-petit ami de Brad, Scotty Butler. C'est la mère de Scotty qui ouvre la porte et ce qu'elle leur dit va exclure totalement la responsabilité de son fils dans cette affaire.
Pour une simple et bonne raison, Scotty est en prison, et ce depuis quelques semaines. Il n'a pas respecté les conditions de sa libération, donc il est retourné derrière les barreaux. Donc ce scénario de l'ex violent qui veut régler ses comptes est définitivement éliminé des possibilités dans l'enquête. Les policiers s'entretiennent ensuite avec une femme, Schuler Strother, la cousine de la victime. Elle déclare que le jour des faits, elle est avec Brad jusqu'à 13h30. À ce moment, son cousin lui dit qu'il doit partir, il a un rendez-vous avec un certain DJ, un homme marié avec qui il a une relation secrète depuis des années. D'après la cousine, Brad et cet homme se disputent constamment au sujet de sa femme. Brad n'attend qu'une chose, qu'il la quitte pour qu'il puisse enfin vivre sa vie tranquillement avec lui, et quand on lui demande qui se cache derrière le surnom DJ, la cousine révèle qu'il s'agit de David Kinney. Comme il change de version toutes les 2 secondes, on comprend que David est peut-être mêlé à la mort de son meilleur ami, et David finit par admettre que c'est lui qui a tiré sur Brad. Par contre, c'était un acte de légitime défense. David l'a agressé, il a eu peur, alors il s'est défendu. Ça pourrait être vrai, mais pourquoi est-ce que Brad voudrait faire du mal à son meilleur ami? Tout se passait si bien entre eux. C'est là que les enquêteurs vont approfondir. Ils découvrent des messages que David envoie à Brad après sa mort, ce qui rend la théorie de la légitime défense encore plus suspecte. Pourquoi envoyer un message à une personne que tu viens de tuer si c'est pas pour rembrouiller l'esprit des enquêteurs? David cherche clairement à prouver qu'il n'est pour rien dans la mort de Brad. La preuve, il communique avec lui après son assassinat. Au fur et à mesure que David s'enfonce dans ses mensonges, les preuves récoltées sont de plus en plus accablantes. Les policiers prennent vite conscience qu'ils ont devant eux un manipulateur prêt à tout pour se dédouaner de son implication dans le meurtre de Brad. Mais pour l'instant, on n'a pas encore la vérité. L'enquêteur le met face à ses contradictions, ensuite il livre sa théorie. Il pense que quelqu'un a tiré sur la victime par accident, peut-être, et en faisant une telle supposition, David mord à l'hameçon. Il pourrait peut-être utiliser cette histoire d'accident pour se tirer d'affaire. Il invente un mensonge au sujet d'un homme à la silhouette athlétique et l'air un peu négligé qui aurait tiré sur Brad. Cet homme conduirait une BMW, mais on sait grâce aux images de vidéosurveillance que cet homme n'existe pas. D'ailleurs, il se passe un moment assez drôle pendant ce moment d'interrogatoire. L'enquêteur regarde la caméra en mode comment c'est possible d'être aussi bête. C'est David qui va ensuite avancer la théorie d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Une version qui est aussitôt démentie par le détective Allard qui déclare: en parcourant la scène de crime, j'ai réalisé qu'il y avait des objets de grande valeur. Brad possédait un pistolet 9 mm, il était collectionneur d'art, par là je veux dire que sa maison était un trésor caché pour les voleurs. Et ils n'ont rien pris. C'était la scène de crime la plus mise en scène que j'ai jamais vue de ma vie. Fin de citation. Le 9 mai, David est de nouveau interrogé. On examine une preuve matérielle qui va enfoncer le clou. Les données, son téléphone portable. Au moment du meurtre, David se trouve au domicile de Brad. Et comme si ça ne suffisait pas, les images de la caméra de surveillance d'un voisin révèlent la chronologie des faits. David arrive chez Brad dans la voiture de sa femme à 2 heures du matin. Il repart 40 minutes plus tard. Quelques heures plus tard, David est filmé dans son véhicule à lui, cette fois. Il est avec sa famille en train d'apporter le fameux matériel de jardinage que Brad lui avait emprunté, le moment de la découverte du corps. Désormais, on a la certitude que David n'a fait que du cinéma au moment où il dit avoir trouvé le corps de Brad en compagnie de sa femme et de sa fille. Pour brouiller les pistes et s'innocenter, le mec est quand même allé jusqu'à emmener sur la scène de son crime sa femme, qui est aussi amie avec Brad, et sa propre fille. Il les confronte à une vision d'horreur, un cadavre couvert de sang. Le lendemain du meurtre, soit le 8 mai 2017, les enquêteurs commencent à interroger les amis de Brad. Et là, retournement de situation et révélation choc. Brad et David ne sont pas seulement les meilleurs amis du monde, David cache un énorme secret à ses proches depuis toujours. Il est homosexuel et il entretient une liaison secrète avec David. Et qu'on apprenne une telle information, ça ne fait qu'aggraver le cas de David dans l'enquête pour homicide. Pendant l'interrogatoire, le détective Allard explique qu'il a trouvé un préservatif usagé sur la scène de crime et qu'il est certain de retrouver l'ADN de David à l'intérieur. Un coup de bluff qui a pour but de déstabiliser David. Il l'interroge sur sa vie sexuelle et David admet qu'il a déjà eu des relations avec son meilleur ami. Mais il ajoute que leur dernier rapport sexuel date d'au moins 1 mois. Il ne s'est rien passé entre eux depuis. Ils sont toujours ensemble, mais pas de batifolage, genre comme si ça allait l'innocenter. Surtout que cette version ne colle pas du tout avec les témoignages de l'entourage de David et Brad, qui étaient au courant de leur relation. D'ailleurs, ils témoignent tous d'une histoire d'amour très sérieuse et qui dure depuis longtemps. Une autre preuve indéniable qui ressort de l'enquête, une sextape retrouvée sur les portables des 2 hommes, où on les voit en plein débat, et même si David nie à 100%, il ne peut pas changer la réalité des faits. David est tatoué et on voit clairement son tatouage
dans la vidéo. Et cette relation entre David et Brad, c'est pas juste un plan cul, ils ont une vraie relation intime et amoureuse, et ce depuis des années. On estime même qu'ils ont commencé à se fréquenter pendant la formation de sécurité minière en 2011. Ça fait quand même 6 ans d'infidélité. David Kinney est finalement arrêté et poursuivi pour le meurtre de Brad McGarry. Sherry, sa femme, apprend avec horreur que son mari a tué celui qu'elle a longtemps considéré elle aussi comme un ami. Quand Sherry apprend la vérité sur son mari, elle est complètement dévastée. Au cours de l'interrogatoire, quand David avoue non seulement sa relation amoureuse avec Brad, mais aussi le meurtre, Sherry a l'impression qu'on lui plante un couteau dans le cœur. Elle exprime sa douleur et son incrédulité en lui disant « Je ne peux même pas te regarder dans les yeux ». L'autopsie de Brad révèle des détails très importants sur sa mort. Selon le rapport d'autopsie, il a été tué de 2 balles tirées à l'arrière de la tête, ce qui contredit bien sûr la version de la légitime défense que David va donner au détective pendant son interrogatoire. L'arme utilisée est un pistolet de calibre 22 et les balles récupérées correspondent à celles que le policier découvre plus tard dans le véhicule de David. Le jour de la découverte du corps, les experts scientifiques couvrent la scène de crime et récupèrent des échantillons, ils prennent des photos et ils constatent très vite que la scène de crime a été manipulée pour faire croire à une entrée par effraction et un cambriolage. Ce qui ne colle pas dans le scénario du cambriolage, c'est l'absence de signes de lutte, d'entrée forcée, justement. David ne s'est pas battu avec Brad, aucun signe de lutte, comme il l'a dit dans une de ses versions. Comme les impacts de balles sur la peau de Brad le montrent bien, on lui a tiré en pleine tête à l'arrière. Une exécution, le pauvre Brad, on lui a littéralement tiré dans le dos, et le pire c'est que l'homme qui l'a tué, c'était celui qu'il aimait. Il n'a sûrement rien vu venir. Grâce à cette autopsie, on peut prouver à 100% que David ment aux autorités. Sa version est complètement fausse, ce n'est pas de la légitime défense. Pendant les funérailles de Brad, l'atmosphère au cimetière, du nom ironique de cimetière de l'amitié, est très pesante. Tout le monde ressent beaucoup de chagrin. Brad est un homme apprécié de la communauté, donc c'est une cérémonie où beaucoup de monde sera présent. L'enterrement se déroule dans sa ville natale, au cimetière de Louisville. Ses amis se souviennent de lui comme d'une personne aimante et généreuse. Brad n'avait que 43 ans au moment de sa mort. Et bien que tu aies sûrement deviné le mobile de ce meurtre, c'est au procès que ça va se confirmer. Le procès de David Kinney, accusé du meurtre de Brad McGarry, commence en février 2018 au tribunal du comté de Belmont. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est un meurtre au premier degré ou au second degré, on doit encore déterminer s'il y a préméditation ou pas. Précision importante, la peine de mort est en vigueur dans l'Ohio, mais son application reste rare et toujours sujette à débat. David est défendu par l'avocat Christopher Gagin, tandis que Kevin Flanagan, le procureur, représente l'accusation. Cette affaire secoue les médias qui s'emparent de ce scoop et présentent le procès comme un véritable film, une romance gaie et secrète qui tourne mal. Des chaînes comme Oxygène couvrent l'affaire dans la série Relations mortelles, et des journaux comme le Times Leader suivent ce procès de très près. Le premier jour de procès commence, le procureur expose les faits et insiste sur les preuves matérielles et les incohérences dans les déclarations de David. De son côté, l'avocat de David va miser sur un seul argument, la légitime défense. David est soumis à une très forte pression psychologique au moment du drame. Quand il commet le meurtre, c'est limite si c'est pas lui la victime. Et en effet, voici ce qu'il se passe ce jour-là, en tout cas selon David. Brad n'en peut plus de cette situation, ça dure depuis trop longtemps, il en a marre d'être l'amant secret. Il veut révéler son amour au grand jour et surtout vivre une relation avec David. Malheureusement, David n'est pas de cet avis et réagit de la pire des manières. Faire son coming out alors qu'il est marié, qu'il a des enfants, c'est hors de question. La situation dégénère et David n'aurait fait que se défendre d'une agression. Pendant le procès, le jury visionne les enregistrements des interrogatoires de David, et point important à noter, pendant ce fameux interrogatoire, on y voit que la femme de David, en réalité, elle est au courant de cette relation secrète. Elle l'apprend très récemment, peu de temps avant le meurtre. D'ailleurs, pendant cet interrogatoire, on y voit le détective Allard laisser David annoncer lui-même à sa femme qu'il a une relation secrète avec Brad et que c'est lui qui l'a tué. Sherry s'assoit en face de David, elle s'effondre. Elle a du mal à croire que son mari ait pu commettre un tel acte, sûrement pour lui cacher à elle la liaison qu'il avait avec son meilleur ami. Sans rappeler le fait qu'il a amené elle et aussi leur fille sur la scène de crime. L'analyse en balistique va jouer un rôle très important dans le cadre de ce procès. David a bien tiré sur Brad dans le dos et il n'y a eu aucune dispute au moment de cette exécution, ou en tout cas aucune trace de lutte. On suppose que Brad est mort sur le coup et qu'il n'a rien vu venir.
Après plusieurs jours de témoignages, le jury va délibérer, il rend son verdict. David est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Le juge prononce une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience reste silencieuse à l'annonce du verdict, David lui-même reste totalement inexpressif, stoïque. Sherry quitte la cour sans faire de déclaration à la presse, entourée de sa famille. 80 jours de procès auront suffi à sceller le destin de David Kinney, qui restera en prison jusqu'à la fin de sa vie. En 2019, la cour d'appel du 7e district de l'Ohio confirme la condamnation de David. Son avocat va la contester en 10 points, et pour n'en citer que deux, l'absence de préméditation et des vices de procédure pendant l'interrogatoire. La Cour va rejeter ces arguments, l'interrogatoire s'est déroulé selon la procédure, David n'a pas été soumis à une pression particulière. Pas de violence physique ou verbale à noter entre Ryan Allard, le détective, et David à ce moment-là. Pour conclure, je dirais que même si on ne cautionne pas le meurtre, on ne peut s'empêcher de constater à quel point la pression hétéronormative est présente dans la culture américaine traditionnelle. Il faut tout faire pour sauver les apparences, y compris commettre l'irréparable. David aurait pu se séparer de Brad et continuer sa vie, ou tout avouer à sa femme et continuer d'entretenir cette relation avec Brad, mais il ne l'a pas fait, il s'est physiquement débarrassé de la source de ses problèmes. Il vaut mieux tuer que de faire face à la vérité pour certains, ce qui est d'autant plus incompréhensible quand on découvre que certaines personnes dans l'entourage du couple secret étaient au courant de cette relation secrète. Avec plus de tolérance envers la communauté LGBT, peut-être qu'on n'en arriverait pas à de telles tragédies, enfin peut-être non, c'est sûr. Encore que, on pourrait arguer que des raisons pour tuer, il en existe des milliards, tuer quelqu'un ne règle pas tes problèmes, voilà, c'est comme ça. L'Ohio n'est pas particulièrement homophobe, vu que des lois ont été adoptées pour protéger les personnes LGBT dans certaines villes, mais ça reste un sujet tabou, surtout dans les campagnes conservatrices. Un rapport récent de l'année dernière, 2023, montre qu'il y a eu une hausse de 13,8% de crimes basés sur l'orientation sexuelle par rapport à l'année 2022. Quand on sait que Donald Trump planifie son retour à la Maison-Blanche, il est bon de rappeler que ce président a interdit les personnes transgenres dans l'armée en 2017, une interdiction qui sera levée sous Joe Biden. Brad McGarry n'est pas seulement la victime de son tueur et amant David, mais aussi la victime d'une peur de la mentalité fermée qui juge l'autre pour ce qu'il est. Pour citer deux autres affaires, on a Brandon Tina, un jeune homme trans violé et tué en 1993 par deux hommes qui voulaient empêcher la révélation du fait qu'il était trans. Le film Boys Don't Cry reprend cette tragédie avec l'actrice Hilary Swank dans le rôle de Brandon et Chloé Sevigny dans le rôle de sa petite amie. Une autre affaire est peut-être un peu plus connue, celle de Scott Amedur, un homme gay qui avoue ses sentiments à Jonathan Schmitz, qui est son ami, pendant une émission de télévision en direct, The Jenny Jones Show. Jonathan finit par tuer Scott parce qu'il s'est dit embarrassé, humilié par cette révélation publique. Après, on pourrait débattre longtemps des shows télé où les gens viennent exposer leur vie, mais bref, c'est un autre sujet. Je termine avec ça. Je sais que outer quelqu'un, enfin le faire sortir du placard en révélant son homosexualité, sa bisexualité, c'est quelque chose de grave. Encore une fois, ça ne justifie pas le meurtre. Mais quand j'ai traité l'affaire Alex Roda, j'ai eu plein de commentaires qui, alors, on ne défendait pas non plus Matt, l'homme qui l'a tué, mais qui comprenaient la gravité de la situation pour lui. Après, c'est vrai que l'affaire Alex Roda, elle est beaucoup plus complexe que ça. Je te laisse la voir ou la revoir. Je te mets un lien à l'écran, quelque part à l'écran, je te le mets aussi en description. Ce que je relève en tout cas, c'est que, homosexualité ou pas, je suis d'accord sur le fait que quand une personne de ton entourage est dans la confidence de quelque chose que tu ne veux pas dire à d'autres, c'est une énorme trahison, un couteau dans le dos. Et je pense que c'est pas par hasard que David a tiré dans le dos de Brad. J'ai l'impression que c'était une façon inconsciente, ou presque un retour inconscient de ce que lui a ressenti sous la menace que Brad révèle son secret. Mais encore une fois, tuer ne résout pas tes problèmes. Sujet à débat, donc lâchez-vous dans les commentaires, mais toujours dans le respect, bien sûr. C'est tout pour moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye. Bye, j'ai oublié de le faire comme ça.